Bonjour, re-bienvenue à Histoire de livres. Le thème de notre émission aujourd'hui pourrait très bien s'intituler « Comment réaliser ses rêves à travers l'écriture ». J'ai le plaisir de vous présenter d'abord Mme Nathalie Damour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie est l'auteure d'un deuxième livre publié en quelques années. Alors, dans la collection Le Royaume, le premier titre a été publié en 2010 et le sous-titre était Prophétie, la prophétie. Et vous nous lancez maintenant, ce printemps, le deuxième tome de cette collection sous le sous-titre Héritage. Oui. Alors, Nathalie, c'est évident que vous êtes tombée dans la soupe de l'écriture à un certain moment. Oui. Voulez-vous un peu nous résumer votre parcours vers l'écriture pour qu'on comprenne à quel moment le déclic s'est fait pour vous? Je pense que l'écriture a toujours fait partie de ma vie dans le sens où, quand j'étais petite, mon père est journaliste, ma mère est enseignante, la lecture, l'écriture, ça a toujours été une partie prenante de ma vie. Et après ça, quand j'ai décidé de m'orienter vers l'enseignement, j'ai découvert un projet de comment enseigner le français par le biais de l'écriture aussi, avec mes élèves. Donc, je fais ça depuis le début de ma carrière. L'écriture, à un moment donné, c'est devenu un besoin. J'ai eu besoin de m'y mettre, moi aussi. J'ai un côté créatif. Je me sens vraiment bien, en équilibre, seulement lorsque je réussis à exprimer cette créativité-là par l'écriture. Alors, ça ne m'étonne pas de savoir que vous vous êtes attaqué à un projet vraiment d'envergure. Oui. Déjà, dans le tome 1 du livre Le Royaume, la prophétie, vous aviez une proposition d'au-delà de 600 pages, je crois. Oui, 750 pages. 750 oui. pages pour nous amener dans un univers. Parlez-moi un peu de l'univers que vous nous présentez avec cette collection Le Royaume. C'est sûr que c'est un univers fantastique, c'est médiéval. Tout part du royaume d'Ariane, l'héroïne, qui vit dans un royaume où les femmes, dans le fond, sont rien. Elles sont là pour faire des bébés et se marier avec qui on va leur dire de se marier. Mais Ariane, c'est une femme qui est très, très volontaire, qui est rebelle, très, très rebelle par rapport à son époque. Et lorsqu'elle apprend qu'il y a une prophétie qui dit que si elle ne marie pas un grand, grand guerrier, son royaume va être détruit, elle décide de ne pas attendre d'une demande en mariage qui pourrait ou ne pas arriver. Et elle demande à un guerrier très redouté de l'amener avec lui et de la former, de lui montrer comment elle devenir une guerrière pour qu'elle puisse sauver son royaume elle-même. Donc, elle gagne elle-même sa notoriété par son dynamisme, son énergie, sa détermination. On a là le portrait d'une femme qui aurait pu rester passive dans son histoire, mais vous nous en faites une héroïne vraiment proactive. Oui, puis c'est une héroïne humaine. C'est une héroïne pour qui les relations interpersonnelles sont importantes, qui va créer des liens avec plein de nations différentes, puis qui va se découvrir un leader positif, mais aussi au niveau des sentiments, qui va être capable de faire des liens, de créer des liens forts avec des gens, puis qui va s'intéresser aux gens, s'intéresser à son peuple. Donc, c'est une femme de cœur aussi. Donc, on a peu d'exemples d'ouvrages de ce genre où ce sont des femmes qui prennent l'initiative du récit, par exemple. Oui. Est-ce que vous vous êtes inspirée de recherche ou vous avez été vraiment, vraiment dans la fiction pour nous créer ce personnage d'Ariane? Ariane est un mélange de fiction et de moi, dans le fond, de mes aspirations, de mes réflexions sur la vie, sur la société en général, sur ma vie aussi, entre autres. Alors, donc, vous vous êtes inspiré de ce qui vous plaisait, des défis qui représentent aussi pour les femmes de cette époque-ci, autant qu'à l'époque médiévale, de prendre en charge sa propre destinée. Oui, parce que dans le fond, même si c'est présenté de façon fantastique et de façon un peu fantaisiste, c'est des enjeux qui sont tout à fait réels et qui sont tout à fait présents et contemporains, qui sont dans le livre. Alors, le côté fantastique, c'est pour aider à s'évader, mais j'avais quand même un message à passer à travers ça. Et le message est vraiment très touchant, s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, évidemment. Absolument. Mais le message est très intéressant à suivre. Vous avez un procédé d'écriture qui est quand même une forme d'écriture assez classique, assez documentée. Comment se fait le processus d'écriture chez vous? Est-ce que c'est difficile, c'est long? Ça a été une démarche sur plusieurs années? En fait, le processus d'écriture, il est d'abord très, très interne. Ça peut mûrir pendant des années. Je vois une image, j'entends une parole dans une chanson, puis ça me fait penser à un personnage. Puis à partir de là, j'imagine sa vie, puis c'est comme si tout se déroulait de lui-même. L'histoire
l'histoire se compose d'elle-même. J'y pense. Puis un jour, je suis prête. J'ai toute l'histoire, toutes les conversations, tout ce qui arrive de A à Z. Je m'assois puis je l'écris. OK. Donc, vous le portez d'abord dans votre imaginaire. Oui. En allant cueillir les éléments qui seront utiles à votre construction. Oui. Et ensuite, vous êtes en mesure de vous installer, de vous poser et de l'écrire. Oui, c'est ça. Fait que quand je l'écris du début à la fin d'une traite. OK. Donc, ce n'est pas un processus qui va s'étaler dans le temps, sauf pour le temps de mûrir l'intention. C'est ça. Ensuite, vous vous installez et les phrases coulent d'elles-mêmes. Exactement. Bien, c'est un procédé que beaucoup de gens vont vous envier parce que dans certains cas, c'est une démarche plus complexe de passer de l'idéation ou même du propos et d'en faire ensuite un ouvrage cohérent. Vous avez de très belles descriptions de paysages. Vous nous amenez dans un univers, évidemment, un univers que moi j'appellerais de romantique. Vous nous ramenez aussi à une époque où les gens avaient le temps de converser, les gens avaient le temps de savourer les relations les uns avec les autres. Est-ce que cette transposition de deux époques presque opposées maintenant, est-ce que c'est difficile à faire? Bien, pour moi, c'est pas vraiment difficile dans le sens où c'est quelque chose dont j'ai besoin. Je trouve ça plus difficile de vivre au quotidien, l'absence de temps pour les conversations, l'absence de temps pour les relations. Alors que là, je peux me permettre vraiment je me comble et je me gâte en écrivant. En vous laissant aller au fil du temps, vraiment. Absolument. Alors qu'aujourd'hui, on est dans des univers où on morcelle notre temps en petits morceaux. Oui, c'est ça. On est à l'ère de la communication, mais je pense que c'est une des aires où on communique le moins, justement. Oui, mais c'est la lecture de votre livre me ramène à ce phénomène-là. C'était une époque où les gens prenaient le temps de se connaître vraiment et d'échanger. La parole avait une place importante avant de choisir les actions. On en parlait beaucoup, on en discutait beaucoup. Oui. Votre héroïne a d'ailleurs des qualités très humanistes à cet égard, puisque, entre autres, dans le tome 2, Héritage, elle nous amène à une forme de consultation, une forme d'écoute qui est très, très positive pour la prise de décision. Est-ce que vous voulez, en ce sens, inspirer un peu les gens de notre époque, qui seraient vos lecteurs aujourd'hui, de revenir à un mode de communication un petit peu plus réfléchi? Mais si je pouvais inspirer, ce serait merveilleux, mais ne serait-ce que d'en parler, de le montrer, puis si on... C'est sûr que c'est un roman qui s'adresse à tout le monde, mais c'est quand même un roman jeunesse. Moi, c'est comme ça que je vis dans la vie, en tout cas, au mieux de mes capacités. Puis je pense que pour moi, c'est la seule façon de faire. C'est pas une histoire qui se veut moralisatrice, mais si ça peut aider en même temps puis inspirer certaines personnes, bien, tant mieux. Oui, moi, je la trouve très inspirante. Votre public cible, on est bien sûr dans la littérature fantasy. Donc, on peut penser à un lectorat qui est relativement jeune. Oui. Mais personnellement, j'ai vu des gens de tous âges aimer entrer dans cet univers. Oui. Comment définir un peu votre lectorat? Bien, il se définit... Le premier, c'était plus à partir de 12 ans, dans le fond, à partir du moment où on peut lire un roman de ce volume-là. Jusqu'à 99 ans, parce que dans le fond, j'ai rencontré des personnes âgées qui avaient adoré, des personnes dans la cinquantaine, des personnes dans la trentaine, dans la vingtaine, puis des adolescents qui avaient tous adoré pour des raisons différentes, parce qu'il y a plein d'enjeux qui sont présentés et chacun peut en retirer ce qu'il veut. Le lectorat du deuxième, bon, je dirais qu'il est un peu plus âgé. L'héroïne a vieilli, elle a une vie différente. C'est une vie de femme mariée, c'est une vie d'adulte. Il y a des enjeux plus adultes aussi qui sont dans le livre. Mais là, encore une fois, le lectorat, on peut rejoindre vraiment tout le monde. Si on réussit à passer par-dessus le fait que c'est un livre fantasy, ce qui est une barrière pour plusieurs. Ah non, moi, je ne lis pas ce genre de livre-là. Mais si on s'attarde à ce qui est caché en arrière, tout le monde va y trouver son compte, ça, c'est certain. Alors, c'est sûrement de très, très belles heures de lecture à découvrir vos personnages. Dans le premier, si on avait une caractéristique à donner au royaume, la prophétie dans le tome 1, comment définir le thème général du tome 1? Est-ce que vous pouvez nous donner un mot-clé ou une piste? Mais je pense que dans le tome 1, c'est vraiment la quête d'identité d'Ariane. Elle est en quête d'identité, elle se construit, elle va atteindre, elle va essayer de découvrir qui elle est, puis de s'affirmer, puis de prendre sa place au soleil. Ça, c'est vraiment le tome 1. Alors que le tome 2,
c'est vraiment, une fois qu'Ariane a pris sa place, ça va être quoi son rôle? Une fois qu'elle est reine d'Elianor, quel va être son rôle en tant que reine? Puis elle va se découvrir une mission, puis ça va être d'accomplir sa mission qui va être la quête de sa vie. Mm-hmm. Et il y a un fond romanesque très important. On vit l'histoire d'amour d'Ariane avec son roi. Oui, avec Gabriel. Oui, mais il y aura aussi beaucoup de péripéties dans cette relation. Il y aura un peu à la moderne, là, des remises en question très importantes. Mais oui, à la moderne, puis en même temps, est-ce qu'à l'époque, il n'y en avait pas des remises en question? Je suis pas certaine. Je suis pas certaine que c'est juste propre à l'ère moderne, mais la relation d'Ariane est une relation qui est vraie avec Gabriel. Donc, il n'y a pas de relations qui sont idéales, qui sont parfaites pour toujours. Donc, la vie d'Ariane n'est pas différente de la vie de tout le monde. La vie va se mêler de ça et oui, il va y avoir des complications et des moments plus difficiles, oui. Mais ce qui amène quand même Ariane à rester fidèle à elle-même et à s'affirmer pour défendre la mission qu'elle a accepté d'épouser. Absolument, absolument. Mm-hmm. Mais c'est une femme qui est très, très intègre. Oui. Donc, effectivement, on la suit vraiment dans cette typologie de femme qui ne se laissera pas influencer par les relations ou les conseils des autres, absolument, mais qui saura prendre ses décisions de façon éclairée. Je trouvais qu'il y avait de très beaux messages dans votre livre, effectivement, pour tous les publics. Oui. Et que ce sont des propositions, c'est une façon d'écrire et, je dirais, d'amener les gens à faire le parallèle entre le Moyen Âge et aujourd'hui, qui est très efficace. Parce qu'il n'y a pas de longueur, mais il y a quand même un souci du détail, de l'information et un rythme d'écriture qui fait qu'on passe de très, très belles heures en compagnie d'Ariane et de tous les gens qui l'entourent. Est-ce que ce sera pour Nathalie D'Amour la fin d'un cycle et il y aura d'autres projets éventuellement pour oui, bien sûr, il y aura d'autres projets. Il y a des projets en route. Il y a des centaines de projets qui fourmillent ici. Il y en a en route. C'est la fin d'un cycle, mais c'est pas la fin de l'aventure. Alors oui, j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses à dire, d'autres choses à écrire, d'autres messages à passer. Et j'entends bien les faire passer. Alors, c'est bien. On va vous souhaiter tout le succès possible avec ce deuxième tome qui vient tout juste de paraître aux éditions Veritas Québec. Alors, je vous rappelle que nous parlions avec Nathalie D'Amour ce matin du livre Le Royaume, le tome 1, La prophétie, et maintenant, le tome 2, Héritage, sont disponibles dans toutes les librairies du Québec et également en format numérique. Alors, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir été présent ce matin. Merci beaucoup. Été présente. Je vous laisse avec une petite pensée de Victor Hugo qui m'a été inspirée par les propos de votre livre. On n'a jamais autant parlé de romantisme que depuis ce jour où on a déclaré « Le romantisme est mort ». Ah, c'est beau. Merci beaucoup, Nathalie, et bon succès. Merci beaucoup. Je vous reviens après la pause avec mon second invité, M. Claude Trudel, auteur du livre « Vivre d'espoir et de mots ». De retour à Histoire de livre, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Claude Trudel. Bonjour, Claude. Alors, Claude vient de nous livrer un produit vraiment exceptionnel. Un recueil de pensées, 700 pensées pour apprécier la vie, sous le titre « Vivre d'espoir et de mots ». Votre titre me fait penser à « Vivre d'amour et d'eau fraîche », qu'on disait facilement lorsqu'on tombait en amour à 20 ans. On disait « on va vivre d'amour et d'eau fraîche ». Et vous nous donnez une perspective différente sur la vie avec ce recueil « Vivre d'espoir et de mots ». Dans la vie de Claude Trudel, l'espoir, ça a été quelque chose d'important? Je dirais que l'espoir a été toute ma vie. Que ce soit un, que ce soit l'autre, on a toujours quelque chose à se battre contre ou quelque chose qui veut nous écraser. Alors, s'il n'y a pas d'espoir, comment voulez-vous avancer? Il faut avoir l'espoir. C'est l'espoir qui donne tout, qui donne la volonté de continuer. Pas d'espoir, je pense que l'être humain n'existerait même pas. Bien, d'ailleurs, pas d'espoir, probablement que ce recueil n'aurait pas été écrit non plus. Je ne pense pas.
Parce que votre parcours de vie nous ramène quand même à un fait particulier. Vous avez fait vos études primaires, début d'études, à l'époque, études secondaires, mais vous avez fait face, dès votre jeunesse, à un diagnostic très important. Ah, bien, écoutez, la jeunesse, j'ai souffert de la glande thyroïde jeune. Après ça, j'ai eu rhumatisme articulaire. En tout cas, la vie m'est tombée dessus. Mais il y a toujours dans mon arrière-pensée une petite chandelle allumée qui brillait tout le temps. Puis elle ne s'est jamais éteinte. Alors, j'ai toujours continué. Donc, la combativité chez vous, c'était ce qui ressortait de toutes les embûches qui vous sont arrivées. Bien, la combativité faisait partie intégrale de moi. Je suis un combattant né sans le savoir. C'est la nature qui m'a donné. Elle m'a doté de ça. Je l'ai, je ne sais pas où elle vient, où elle va aller, mais elle est là. Alors, je ne peux pas reculer, il faut que j'avance. Reculer donne rien. Je vais vivre dans le passé. Mais le futur, il y a tellement de choses à voir dans le futur. Et celui qui se décourage avant de l'avoir vu, il n'a pas vécu. Puis il ne vivra jamais parce qu'il ne le voit pas. Ah, effectivement. Il ne le voit pas. Alors moi, j'ai toujours foncé. Quand ça ne marchait pas, je reculais de 2 pas pour ouvrir l'autre porte, pour passer par celle-là, pour arriver à un autre résultat. Puis ça fait partie de ma vie. C'est l'histoire de votre vie, oui, de trouver des façons de vous en sortir. Exact. En comptant sur votre détermination, votre sens de la débrouillardise. Vous avez été tour à tour commerçant, restaurateur, inventeur même, ce que j'apprenais tout à l'heure. Vous avez vraiment, je dirais, initié chaque étape de votre vie en vous donnant des défis. Le défi, je ne sais pas si c'est moi qui me donne un défi ou c'est le défi qui se présente à moi. Mais dans les deux, il faut que je les surmonte. Okay. Ils sont là, il faut y faire face au défi. Celui qui ne fait pas face au défi, je pense qu'il ne vit pas. Parce qu'un défi, c'est là pour te montrer qu'il faut que tu développes ton caractère, il faut que tu développes, parce que la vie n'est pas simple à vivre. Alors, sans défi, il n'y a pas de vie. C'est vrai. Pas. Et tout au cours de votre vie, l'idée d'établir ou de fixer des pensées qui vous venaient s'est imposée graduellement. Vous étiez même au départ, à ce que j'ai entendu là, de confidences de vos enfants, vous étiez même un peu gêné au départ de montrer vos pensées, vos réflexions. Ce qui vous stimulait justement à affronter vos défis, vous avez pris l'habitude de l'écrire. Oui, mais j'écrivais, oui, je le pensais, mais j'étais trop gêné pour le dire. Parce que, je ne sais pas, j'avais une gêne intérieure qui, aujourd'hui, je l'ai encore, mais est un peu plus surmontée. Mais en étant plus jeune, cette gêne-là m'empêchait d'avancer un peu. Je suis toujours, moi, un peu dans l'arrière, si on peut dire en anglais. Vous étiez timide. Oui, d'une timidité. Et puis, je n'osais pas le dire. Il y en a une qui m'est venue d'un premier temps, et puis ça m'a pris des années avant de le dire. Quelqu'un, à quelque part, a prononcé le mot « soleil », et puis moi, j'ai représenté le soleil en disant « Soleil, toi qui es beau, regarde mon âme ». Alors, mon âme, je présume qu'elle est beaucoup plus belle que le soleil. En regardant le ruisseau couler, il y en a une autre qui vous est venue? Ah, bien, le son, ça, c'est venu un peu de ma femme, dans le sens que ma femme, elle m'a dit, moi, je demeure sur le bord d'un lac, elle m'a dit, l'eau, elle dit, j'aime le lac, j'adore, mais elle dit, l'eau sur le lac ne fait pas de bruit, il faudrait que l'eau ait un bruit. Alors, moi, avec le temps, j'ai développé une cascade qui a donné le bruit, et puis ça a continué, puis avec la beauté de ça, bien, la beauté des pensées. Puis on dirait que ça fait une suite, puis ça continue. Et c'est un peu comme le créateur crée de plus en plus, parce que ça devient un peu plus facile de créer en étant
Et puis ça continue, puis ça n'arrête plus, puis... En fait, vous nous livrez 700, même au-delà de 700 pensées qui sont inspirées parfois de la nature, parfois de la nature humaine aussi. Lesquelles des deux vous a le plus inspiré là, dans votre parcours? Est-ce que ce sont les humains ou c'est vraiment le message, le grand message de la nature? Moi, je dirais c'est plutôt les humains, puis je dirais ça vient plutôt de la femme. Parce que je trouve que dans la femme, il y a quelque chose d'indescriptible qu'on ne peut pas se passer, qu'on recherche, puis on ne trouvera jamais. Mais il y a quelque chose. Alors, je pense qu'une grosse partie de l'inspiration vient en partie de la beauté de la femme. Donc, vous avez été un admirateur oui. et de la nature féminine en particulier. Exact, oui. Donc, ce qui est très bien parce qu'on retrouve plusieurs belles pensées, justement, qui rendent hommage à cette différence entre les hommes et les femmes et cette attraction très positive qui fait d'un couple une chimie. D'ailleurs, vous avez vécu en couple au-delà de 50 années, je crois. Moi, j'ai été marié 51 ans. Et puis, j'ai eu... En tout cas, ma femme m'a quitté là 3 ans. Mais dans le sens moderne, vous a quitté pour un monde meilleur. Bien, je l'espère. Parce que la vie, des fois, est très difficile, mais il faut le prendre un peu avec un grain de sel. Si on essaye trop, la vie devient pesante. Alors, il faut la laisser venir à nous. En la laissant venir à nous, bien, je pense qu'on résout des problèmes qui se résolvent par eux-mêmes. Bien, en fait, on retrouve cette façon de regarder la vie avec une certaine philosophie, avec un certain recul dans votre recueil, parce que vous posez un regard sur les événements, mais vous savez y dégager une pensée positive, l'espoir, l'amour, la confiance. On retrouve plein de caractéristiques qui vous décrivent, je crois. Bien, voyez-vous, j'ai toujours, en tout cas, prétendu ou pensé que dans le pire, il fallait chercher le meilleur, parce qu'il y en a du meilleur dans le pire. Alors, la vie ou la nature a toujours un pire, mais si tu vas chercher le meilleur, elle te montre une fleur qui pousse dans une craque du trottoir qui n'est pas censée être là. Donc, il y a une beauté, là. Il y a quelque chose, mais il faut la voir. Mais peu de gens vont s'arrêter pour la regarder parce qu'avec le temps moderne, les gens courent, mais ils ne voient pas la fleur qui est là. Ils ne voient pas comment est-ce qu'elle a pu s'adapter en si peu de terreau pour pousser là puis faire quelque chose de beau. Ouais, ils ne le voient pas. C'est dommage. Bien, vous nous ramenez justement à ce regard essentiel et à cette pensée essentielle. Il ne suffit pas d'exister et de courir après son temps. C'est aussi ce qu'on... On est aussi ce qu'on pense, ce qu'on regarde, ce qui nous touche. Ben moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé, là, quelque temps, si à mon âge, je m'émerveillais encore. Ben j'ai dit oui, parce que si je ne m'émerveille plus, il n'y a plus rien qui va m'attirer. C'est l'émerveillement qui fait que tu peux évoluer, que tu peux voir la beauté. Il y a aussi la laideur, mais dans la laideur, il y a une certaine beauté, mais il faut aller la chercher. Il faut la sortir de la laideur pour dire, bien, il y a quelque chose là-dedans encore. Alors, il y a toujours l'espoir de voir la beauté dans la laideur. On est dans une société, justement, très tourmentée, très préoccupée. On a des gens qui sont atteints par la dépression. On a beaucoup de gens autour de nous qui démontrent des fragilités. Et vous nous apportez, vous, un regard différent sur les événements qui nous arrivent. Vous-même, devant combattre une maladie, vous nous ramenez à l'essentiel. À qui ce livre, Vivre d'espoir et de mots, va-t-il être destiné? Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut y trouver son compte ou particulièrement les gens fragiles? Je vous dirais les deux. La personne qui lit va adapter certaines pensées à lui-même. D'autres que la vie a été très difficile, la vie le pousse puis la vie le malmène, bien, peut aller chercher un certain espoir là-dedans. Parce que son vécu, le vécu de l'autre, je pense que les deux, si on arrive au bout de ligne, ont à peu près le même vécu. Ils se rejoignent à quelque part. Donc,
La vie d'un est difficile, la vie de l'autre est difficile, mais dans la difficulté, il y a toujours un sourire à quelque part. Puis c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est le sourire. Parce que quand il y a un sourire, il y a communication. Puis quand il y a communication, il y a espoir. Puis quand il y a espoir, il y a volonté de continuer. Je lisais sur la 4e de couverture de votre livre, « Comme un arbre à l'automne de ma vie, je veux laisser mes feuilles s'envoler vers mes lecteurs, en espérant leur redonner ou leur donner quelque chose de positif à penser. » Les pensées nourrissent l'être humain? Oui, parce que si vous avez toujours une pensée négative, vous voulez vous détruire. Alors la pensée, si elle est positive, elle va vous dire, ben écoute, tu marches croche un peu, alors relève-toi, puis il y a quelque chose en avant. Si on penche tout le temps, ben, on se laisse attirer par la terre. C'est qu'éventuellement, on va y retourner. Mais avant d'y retourner, on peut essayer de faire des choses. Oui, tout à fait. Et c'est donc, en ce sens, une lecture que je recommande à tous. Claude Trudel vient de nous livrer là une grande leçon de sagesse, mais qu'on déguste très, très lentement, une pensée à la fois. Alors, le recueil s'appelle « Vivre d'espoir et de mots, 700 pensées pour apprécier la vie » aux éditions Veritas Québec. Et Claude, je vous quitte en faisant partager aux gens qui nous écoutent aujourd'hui la dédicace que vous avez faite à ce livre à l'intention de Frédéric Bach. Et on aura bien sûr une pensée pour Giono. Planter un arbre, c'est voir le présent et le futur en même temps. C'est une pensée magnifique, Claude. Je vous souhaite vraiment, vraiment que les lecteurs apprécient cet immense cadeau que vous nous faites aujourd'hui en nous livrant ce recueil. Et j'espère avoir le plaisir un jour de lire ou de partager le second tome de cette expérience de communication. Mais c'est un grand plaisir pour moi de leur offrir, parce qu'il y a des sourires, il y a des réflexions, mais il y a un espoir. Puis l'espoir, c'est tout. Merci beaucoup, Claude. Alors, je vous quitte sur cette entrevue très chaleureuse avec mon invité, Claude Trudel. Je vous invite à vous procurer les 2 livres dont nous avons parlé aujourd'hui, Le Royaume, collection 1 et 2, disponible en librairie, de même que le livre Vivre d'espoir et de mots. Et vous aussi, peut-être à la maison, prenez cette bonne habitude, comme Claude l'a fait, d'écrire chaque jour une petite pensée. Comme ça, vous laisserez, vous aussi, votre empreinte sur le monde. Merci, à la prochaine.